Un matin, le silencieux de l'Afrique de l'Ouest s'est fendu. De Ouagadougou à Bamako en passant par Niamey, un battement de tambour s'est levé. Ce que l'on appelait autrefois effondrement n'était qu'un réveil. Trois nations ont dit « assez » et quitté un pont bâti sur un ciment étranger. Mais derrière les drapeaux et les slogans, un détail souvent ignoré, une lettre brève, tranchante, signée d'Ibrahim Traoré, a changé le rythme du Sahel. Et si ce n'était pas la fin d'un bloc, mais la naissance d'une ère où l'Afrique écrit enfin sa propre autonomie. Au premier jour suivant ce choix audacieux, les trois nations du Sahel n'ont pas seulement brisé une institution, elles ont formulé une promesse. Celle qu'une Afrique debout sur sa propre terre, commerçant dans sa propre langue et définissant sa propre valeur, pourrait redevenir maîtresse de son destin. Ce qui semblait lointain devint tangible. Souveraineté financière, chaîne d'approvisionnement locale, confiance retrouvée entre les peuples. Mais l'autre versant du pari s'imposait. Rupture des aides, instabilité passagère, inflation menaçant le repas quotidien. Au cœur de cet équilibre fragile, Ibrahim Traoré devint le symbole du risque assumé. S'il échouait, il serait jugé téméraire. S'il réussissait, il redéfinirait le leadership africain. Et la question qui vibrait sous les toits de Ouagadougou résonnait partout. La souveraineté peut-elle nourrir un peuple autant qu'elle élève son âme? Un chiffre a marqué les esprits. 76 millions de citoyens et 7% du PIB de la CEDEAO se sont retirés en un seul jour. Pour la première fois depuis un demi-siècle, la carte de l'Afrique de l'Ouest a changé sans qu'un coup de feu ne soit tiré. C'est là que commence le récit. Non d'un effondrement, mais d'une recomposition silencieuse. Pendant près de 50 ans, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest fut célébrée comme le pilier de l'unité régionale. Mais sous ces symboles africains, ses fondations demeuraient étrangères. Monnaie imprimée à Paris, décisions dictées depuis Bruxelles et Abuja. Ce système, conçu pour stabiliser, avait fini par immobiliser. Lorsque les sanctions tombèrent sur Bamako, Niamey et Ouagadougou, elles visaient moins la corruption que le courage. Les frontières se fermèrent, l'espace aérien fut bloqué, les économies étranglées, au nom de la démocratie. Pourtant, dans les rues du Sahel, chacun savait ce que cela signifiait. La démocratie telle que définie par la CEDEAO n'était qu'un autre mot pour obéissance. Dans ce décor saturé de promesses creuses, Ibrahim Traoré apparut comme une dissonance. Calme dans le ton, brutal dans le verbe. Il parla de dignité comme d'une matière première. Ses discours n'étaient pas des manifestes, mais des signaux, une grammaire nouvelle où le courage remplaçait la prudence. Les observateurs étrangers y virent une folie de jeunesse. Les marchés, risques. Les habitants du Sahel y reconnurent la justice. Un second chiffre a secoué les chancelleries. 2,68 millions de clés désormais unis sous une charte commune, couvrant les déserts du Niger jusqu'aux terres rouges du Burkina Faso. L'alliance des États du Sahel venait d'être proclamée. Sa première ligne affirmait 3 mots interdits depuis trop longtemps. Sécurité, souveraineté, autonomie. Derrière ces termes, un projet d'une ampleur rare prenait forme. Bâtir une force de défense confédérée de 5000 hommes, une banque régionale d'investissement, une union douanière réduisant les tarifs extérieurs à 0,5%, et enfin, une monnaie indépendante du franc CFA. La fracture devenait fondation. Au lendemain de cette rupture, les caméras occidentales cherchaient le chaos. Elles trouvèrent autre chose, des marchés ouverts, des rires, des drapeaux neufs. Dans chaque capitale du Sahel, la confusion cédait la place à une forme d'organisation populaire. À Niamey, de jeunes ingénieurs dressaient des plans pour leur première raffinerie locale. À Bamako, des techniciens traçaient les lignes d'usines de transformation. Et à Ouagadougou, le gouvernement réorientait ses investissements agricoles vers l'irrigation et la mécanisation. La révolution n'était pas seulement politique, elle était structurelle. Ibrahim Traoré, lui, devint le fil conducteur d'une nouvelle narration. Il parlait peu, mais chacun de ses mots semblait calculé pour frapper l'esprit plus que le cœur.
Son calme contrastait avec l'urgence de son message. Notre sol c'est notre richesse. Nos mains sont notre force. Omis pescuas. Cette phrase, reprise sur les murs et les radios, devint une devise. Sous son regard, la souveraineté cessait d'être un concept pour devenir une pratique quotidienne. Cultiver, produire, décider. Les premiers effets de l'enquête ne tardèrent pas. Les circuits de troc reprirent entre les trois pays, les marchés locaux fixèrent leurs prix en monnaie interne, et l'administration lança les premiers plans de formation technique. Derrière chaque atelier, derrière chaque canal d'irrigation rouvert, on sentait une même volonté, ne plus qu'émander, mais construire. Ce fut la naissance d'un nouveau type de héros africain, ni révolutionnaire armé, ni technocrate formé à l'étranger, mais un bâtisseur enraciné. À travers Ibrahim Traoré, le Sahel semblait se redécouvrir non pas comme une marge, mais comme un haut, mais comme un centre. Et si le véritable pouvoir du continent ne résidait plus dans ses alliances, mais dans sa capacité à s'appartenir. Le 29 janvier 2025, tout a basculé. 3 signatures, 3 sceaux, un séisme politique. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso se retirèrent officiellement de la CEDEAO. En quelques heures, l'onde de choc traversa tous les continents. Les chancelleries s'affolèrent. Les marchés vacillèrent. Mais au Sahel, le silence était celui de la résolution. La séquence s'est déroulée comme un triptyque. D'abord, le déclenchement fut brutal. Fermeture de l'espace aérien, sanctions économiques, menaces diplomatiques. Les lignes téléphoniques entre Abuja et Ouagadougou grésillèrent de colère contenue. L'ancienne architecture du pouvoir régional se fissurait. Au lieu de reculer, Ibrahim Traoré choisit d'avancer. Il déclara que la démocratie ne pouvait pas survivre sans dignité. Puis vint l'apogée, en juillet 2024, lorsque l'alliance des États du Sahel fut officiellement proclamée. Sous la chaleur de Gao, 3 drapeaux furent levés côte à côte. Leurs couleurs, rouge, vert, jaune, racontaient une histoire plus ancienne que leurs frontières. Là où l'Occident voyait un coup de tête, les peuples du Sahel voyaient un retour à l'équilibre. Enfin, la résonance s'est fait entendre. Les capitales européennes parlèrent d'instabilité. Les chaînes américaines de blocs pro-russes. Mais sur le terrain, une autre musique montait. Des artistes peignaient, des fresques murales à la gloire de la Renaissance africaine. Des paysans rebaptisaient leur coopérative du nom d'AES. À Bamako, des étudiantes tenaient des veillées de lecture autour des discours d'Ibrahim Traoré, qu'ils appelaient simplement le capitaine. Dans cette montée en puissance, chaque décision semblait relever d'une stratégie implicite. Se retirer du système sans s'enfermer. Le trio sahélien détourna ses routes commerciales vers le Tchad, le Soudan et l'Algérie. Ce qui devait être une punition devint catalyseur d'innovation. Les gouvernements encouragèrent l'ingéniosité locale. Turbines solaires, pompes d'irrigation, microbanques communautaires. Les observateurs étrangers furent déroutés. Comment ces pays, fragiles, enclavés, pouvaient-ils survivre à l'isolement? La réponse tenait en 3 mots. Foi, solidarité, souveraineté. À Kaya, un tournant s'est produit dans les marchés. Les marchands cessèrent d'afficher les prix en francs CFA. Ils fixèrent la valeur du mil, du riz, du coton selon les ressources locales. C'était plus qu'un geste économique, un acte de rébellion tranquille. À mesure que les mois passaient, la ferveur se transforma en organisation. Les patrouilles conjointes commencèrent à circuler le long des frontières. Les ministres coordonnèrent les recherches agricoles et minières. Une génération d'ingénieurs fut formée dans les écoles du Sahel, non plus à Paris ou à Londres. L'idée d'une autarcie confiante prenait racine, mais chaque victoire portait son prix. L'inflation monta, les importations ralentirent, les infrastructures entières. Ibrahim Traoré le savait. L'idéal ne nourrit pas un peuple, mais il peut lui rendre la faim supportable. Il répétait, la souveraineté n'est pas un confort, c'est un sacrifice pour demain.
Ça s'est dit aussi saut. Dans ce tumulte, l'histoire du Sahel prit forme, heurtée, fière, imprévisible. Ce n'était plus la chronique d'une crise, mais la naissance d'un modèle. Les critiques de l'extérieur exigeaient des preuves. Les chancelleries demandaient des chiffres. Le Sahel répondit par des faits. La production agricole a marqué un premier jalon. En moins d'un an, les surfaces irriguées au Burkina Faso augmentèrent de 32% grâce à un plan public d'irrigation et de mécanisation. Les anciens puits, laissés à l'abandon depuis les années 1990, furent rouverts. Chaque canal, chaque pompe devint un symbole d'endurance. « Mieux vaut puiser notre eau que mendier celle d'autrui », déclara Ibrahim Traoré devant les agriculteurs de Bobo-Dioulasso. Ce chiffre traduisait une réalité plus vaste, l'apprentissage d'une économie enracinée. Dans le domaine de l'énergie, un autre pas fut franchi. Le Niger installa 145 unités solaires communautaires dans les 6 premiers mois de l'AES, couvrant près de 18% des besoins domestiques des zones rurales. Les ingénieurs locaux, formés sur place, assemblèrent eux-mêmes les générateurs. Le rire d'un jeune technicien, filmé à Niamey, devint viral. Pourquoi payer la lumière d'un autre quand nous avons le soleil ? Ce n'était plus de la propagande, mais la redécouverte du possible. La valeur ajoutée locale a également progressé. Au Mali, la transformation de l'or et du bauxite augmenta de 21% entre août 2024 et juin 2025. De petites raffineries, construites près de Kayes, commencèrent à exporter des lingots estampillés Made in Sahel. Un superviseur affirma « Chaque gramme affiné ici est un mot ajouté à notre liberté. » Oh, Reyes, et ces données, modestes mais constantes, prouvaient que la souveraineté pouvait devenir mesurable. À travers ces avancées, un même schéma apparaissait. Moins de dépendance, plus de densité intérieure. Ce que le monde prenait pour une rupture n'était qu'un déplacement de centre de gravité. La CEDEAO avait misé sur la stabilité monétaire. Le Sahel investissait dans la stabilité psychologique, celle de se savoir capable. Pourtant, Ibrahim Traoré refusait tout triomphalisme. Dans une émission publique, il rappela que les progrès du Sahel n'étaient pas un miracle mais une méthode. La souveraineté n'est pas donnée. Elle s'éprouve chaque jour. Dans le champ, l'atelier et la salle de classe. Cette phrase, devenue une maxime nationale, se grava sur les murs d'université et sur les t-shirts des lycéens. Les économistes occidentaux restaient sceptiques. Ils y voyaient une illusion d'autarcie, une bulle nationaliste. Mais sur le terrain, la réalité les contredisait. Les marchés de Gao et de Zinder fixaient désormais leurs prix en valeur locale. La volatilité du franc CFA n'y faisait plus loi. Des coopératives féminines géraient des microbanques. Des techniciens inventaient de nouveaux outils agricoles avec des pièces recyclées. Le delta entre avant et après n'était pas spectaculaire, mais structurel. En 18 mois, le Sahel avait remplacé la dépendance par la discipline. Et quand les observateurs étrangers demandèrent « Où sont vos garanties ?» Ibrahim Traoré répondit simplement « Dans nos mains calleuses ». Les chiffres n'étaient plus des tableaux de comptabilité. Ils étaient devenus les lignes d'un manifeste silencieux. Dans les débats qui enflammaient des radios et universités, deux visions s'affrontaient. D'un côté, les économistes traditionnels voyaient dans l'AES une illusion héroïque. Selon eux, aucun pays enclavé ne peut soutenir seul ses infrastructures. Sans devise forte, disait-il, la souveraineté se transforme vite en austérité. Les sanctions, l'isolement, l'absence d'investisseurs étrangers, tout cela finirait, tôt ou tard, par étrangler le projet. Pour ces analystes, la liberté proclamée n'était qu'un mirage de fierté. De l'autre côté, des penseurs africains émergent, affirmaient l'inverse. Ils soutenaient que le vrai risque n'était pas l'indépendance, mais la dépendance prolongée. L'argument était simple. 50 ans d'intégration n'avaient produit ni stabilité politique,
ni prospérité populaire. Les bénéfices du commerce régional restaient concentrés entre quelques capitales et institutions financières extérieures. Pour ces voies nouvelles, l'AES représentait une correction historique, non une provocation. Ibrahim Traoré, lucide, écoutait les deux camps. Il reconnaissait la fragilité du modèle, mais refusait le fatalisme. Nous avons survécu à la sécheresse, au coup d'État, aux dettes, déclara-t-il dans un entretien. Nous survivrons aussi à la liberté. Cette formule, devenue virale, condensait sa philosophie. La souveraineté n'est pas une garantie, mais une école de résistance. Ce contrepoint résumait tout le pari du Sahel. D'un côté, l'économie globale qui brandit la rationalité, de l'autre, une région qui choisit la dignité. Entre les deux, un espace où naît une vérité plus nuancée. La puissance ne se mesure pas qu'en monnaie, mais en mémoire collective. Ce que l'AES testait, c'était moins sa capacité à produire qu'à persister. Dans les rues d'Ouagadougou, cette idée prenait cher. Les slogans n'appelaient plus à la rupture, mais à la constance. Sur les murs, une phrase revenait, peinte à la main. Mieux vaut un pas libre qu'un millier d'ordres étrangers. Le débat n'était plus théorique. Il était vécu, chaque jour, par ceux qui avaient choisi de marcher sans béquilles. Nous sommes des graines, pas des ombres. La phrase, lancée par Ibrahim Traoré sous le drapeau du Burkina Faso, fit le tour du continent en une nuit. 8 mots, un manifeste. Ce n'était plus un slogan politique, mais une déclaration existentielle. Dans ce one-liner, tout le projet du Sahel se résumait. Ce qui semblait enfoui n'attendait qu'à germer. Partout, les signes du basculement apparaissaient. Les coopératives féminines, longtemps dépendantes des ONG, se réorganisaient pour produire localement. Les jeunes diplômés, autrefois en quête de visa, fondaient des start-up agricoles. Le sentiment collectif changeait de texture. Moins d'attente, plus d'action. Mais cette renaissance avait un coût. L'inflation persistait, les routes restaient fragiles, et les tensions bureaucratiques menaçaient les progrès. Dans les discussions, un doute revenait. Le rêve du Sahel pouvait-il survivre à la réalité? Ibrahim Traoré, fidèle à sa ligne, répondit par une image. Une graine doit fendre la pierre avant de voir la lumière. Ce n'était pas de la poésie, c'était un rappel. L'alliance n'était pas une victoire, mais une promesse en travail. Dans les mois qui suivirent, les effets se multiplièrent sur plusieurs plans. Les administrations du Mali, du Niger et du Burkina Faso révisèrent simultanément leurs priorités budgétaires. Les dépenses militaires furent rationalisées pour financer les infrastructures locales. Les nouvelles académies techniques, établies à Gao et à Koudougou, formèrent en 6 mois plus de 12 000 jeunes en mécanique, agriculture et énergie solaire. Le mot autonomie prit soudain un sens concret. Ibrahim Traoré insista. Ce ne sont pas nos frontières qui font nos nations, mais ce que nous bâtissons entre elles. Sur le plan économique, les marchés du Sahel virent un mouvement inattendu. La circulation du mil et du riz locaux supprima partiellement la dépendance aux importations côtières. Le Niger exporta son uranium à de nouveaux partenaires, le Mali relança la transformation de son or, et le Burkina Faso atteignit une hausse de 15% des échanges intra-régionaux. Le franc CFA, autrefois symbole de stabilité imposée, recula de plus de 40% dans les transactions locales. Les observateurs étrangers parlaient d'un détachement économique inédit. Sur le plan social, l'impact était visible dans les rues. À Ouagadougou, des peintures murales représentaient des enfants lisant sous la lumière solaire locale. À Niamey, les coopératives de femmes administraient des kindistes et des microcrédits pour financer des ateliers de couture. À Bamako, des musiciens composaient des hymnes à la souveraineté. Ce n'était pas un nationalisme clos, mais une culture de la continuité, celle qui relie la fierté au pain quotidien. Les institutions scolaires, autrefois tournées vers l'Europe, commencèrent à enseigner l'histoire africaine avant la colonisation. Sur le plan géopolitique,
Les partenaires traditionnels observaient avec prudence. Paris parla de désalignement, Washington de influence russe, Pékin de opportunité stratégique. Mais pour le Sahel, ces étiquettes n'avaient plus d'importance. Ibrahim Traoré résuma la position nouvelle du bloc en une formule devenue célèbre. Nous commercerons avec tous, soumis à aucun. Boskosli, une ligne qui redéfinissait la diplomatie africaine, ouverte mais ferme, confiante mais lucide. L'ensemble formait une mutation profonde. Les trois nations, jadis perçues comme marginales, s'étaient transformées en laboratoire continental. Le modèle AES, imparfait mais tangible, remettait en question les dogmes du développement imposés. Au milieu des doutes, une certitude persistait. Pour la première fois depuis un demi-siècle, le Sahel avait cessé de subir l'histoire. Il la dictait. L'avenir du Sahel se dessine entre trois horizons, que même Ibrahim Traoré décrit avec prudence. Dans un premier scénario, les trois États consolident leurs institutions confédérées. Les patrouilles conjointes deviennent permanentes. Les circuits de troc s'étendent jusqu'au Tchad et au Soudan. L'inflation reste élevée, mais contenue par la production locale. Ce scénario repose sur la discipline, maintenir la solidarité, même sans croissance rapide. Dans ce cadre, l'AES s'affirme comme un pôle régional stable, mais fragile, un laboratoire d'autonomie sous tension. Dans une vision plus optimiste, le Sahel attire de nouveaux partenariats, sans condition. La Chine, la Turquie, l'Iran investissent dans les infrastructures et l'éducation. L'énergie solaire couvre une part croissante des besoins et une première version de la monnaie commune voit le jour d'ici la fin de 2026. Les échanges intra-africains doublent. Ibrahim Traoré devient la figure d'une génération post-dépendance, plus technicienne que militaire. Dans ce futur, la souveraineté devient non seulement un idéal, mais une pratique économique mesurable. Mais une version plus sombre existe aussi. Les tensions internes explosent. Bureaucratie, corruption, rivalité entre les trois capitales. Les élites craignent la perte d'aide extérieure. La cohésion vacille. Les retards logistiques et les sécheresses provoquent des pénuries. L'opinion publique se divise et les forces étrangères tentent de reprendre pied sous couvert d'assistance humanitaire. Ce scénario n'est pas hypothétique. Il rappelle que chaque révolution peut se dissoudre dans sa propre fatigue. Face à ces chemins, Ibrahim Traoré n'invoque ni miracle ni menace. Il parle d'endurance. Pour lui, la souveraineté n'est pas un sprint, mais une administration avec une âme. Dans cette perspective, la seule victoire durable sera celle de la mémoire collective. Que les générations futures se souviennent que trois nations ont osé dire non, sans tirer un seul coup de feu. Et si le destin du Sahel dépendait moins du vent des alliances que de la rigueur du souffle intérieur? Au-delà des bilans, la transformation du Sahel se mesure dans les visages. À Ouagadougou, une mère de famille raconte comment les prix locaux ont cessé de dépendre des fluctuations du franc CFA. Son fils, apprenti technicien, répare désormais les pompes d'irrigation qu'il fabriquait autrefois en rêve. Ce n'est pas la richesse, mais la propriété de l'effort. Dans les campagnes du Niger, des femmes gèrent des microbanques de village. Avec quelques dizaines de mille francs, elles financent les semences, les outils, les marchés. Avant, on attendait les ONG. Maintenant, on s'attend nous-mêmes, dit une responsable coopérative. Ces mots, anodins, traduisant un basculement silencieux. La dignité n'est plus un don, c'est une habitude. Chez les jeunes, la révolution est mentale. Les récits d'exil vers l'Europe perdent leur attrait. Les universités du Sahel débordent d'étudiants en énergie, en agriculture, en histoire africaine. Leurs murs affichent les portraits de Sankara et d'Ibrahim Traoré côte à côte sous la même devise. Restez, construisez, appartenez. Cette renaissance n'est pas naïve. Les difficultés demeurent. Inflation, lenteur administrative, absence d'investisseurs. Mais la fierté circule comme un nouvel oxygène. Le peuple se redécouvre
acteur, pas spectateur. Le mot développement change de sens. Il ne désigne plus l'assistance extérieure, mais la capacité d'un peuple à se suffire. Et si la souveraineté africaine n'était pas une politique, mais un sentiment partagé, celui de se lever ensemble, même avec les mains vides. L'Alliance des États durs du Sahel, forte de son élan, a compris qu'aucune révolution ne survit sans méthode. Une feuille de route précise fut tracée, portée par une vision claire. D'abord, sécuriser avant de bâtir. Des patrouilles conjointes sillonnent désormais les zones frontalières pour garantir la circulation des biens et des personnes. L'objectif, réduire de 30% les incidents transfrontaliers d'ici un an. La paix, ici, n'est pas négociée. Elle est produite. Ensuite, produire avant d'importer. Chaque pays identifie 3 filières prioritaires. Céréales, énergie solaire, transformation minière. Des fonds confédérés sont mobilisés pour financer les coopératives locales. Nous avons les ressources. Il ne manque que la coordination, martèle Traoré. Puis, former avant de dépendre. Des centres techniques régionaux accueillant les jeunes ingénieurs et agronomes. Le but, atteindre 10 000 techniciens certifiés d'ici 2026. Le savoir devient la nouvelle frontière. Aussi, négocier sans se soumettre. Un comité diplomatique commun a été créé pour traiter avec les puissances extérieures. Règle d'or. Aucun partenariat ne doit créer une dette de loyauté. Enfin, mesurer pour durer. L'AES publiera chaque semestre un rapport économique et social interne, évalué par des observateurs africains indépendants. La transparence devient la garantie de crédibilité. À travers cette mécanique, Ibrahim Traoré redéfinit la notion même de gouvernance. Moins d'assistance, plus d'alignement. Et si l'Afrique apprenait enfin à administrer sa liberté comme elle administre sa terre, avec patience, rigueur et foi. Le soir tombe sur le Sahel, et la lumière glisse sur les toits d'Ouagadougou. Dans la poussière dorée, les enfants récitent encore la phrase d'Ibrahim Traoré « Nous ne demandons plus le pain, nous le cuisons ». Cette image, simple et ardente, résume tout le voyage. Ce n'est plus seulement une histoire de politique, mais une transformation intérieure. Les symboles du passé s'effacent. Les drapeaux usés de la dépendance sont remplacés par des tissus tissés localement, où chaque fil raconte la patience d'un peuple. Dans les universités, les étudiants débattent des réformes économiques, mais leur voix porte autre chose. Une fierté calme, neuve, enracinée. Le héros central, Ibrahim Traoré, ne se dresse pas comme un sauveur. Il agit comme un miroir, reflétant la possibilité d'un continent qui se regarde enfin sans tuteur. Pour lui, chaque champ cultivé, chaque atelier ouvert, chaque école rénovée est un acte de souveraineté. Et dans ce silence du crépuscule, un souffle se répand. Ce qui a commencé comme une révolte devient une renaissance. Car au cœur de la poussière rouge, le Sahel ne cherche plus la permission d'exister. Il s'affirme. Sous le drapeau de l'Alliance du Sahel, les visages sont fatigués, mais lumineux. Les marchés bruissent de conversations calmes. Les voix disent moins la colère que la certitude. On parle d'avenir non plus comme d'un rêve, mais comme d'un travail quotidien. La souveraineté, désormais, se décline en gestes. Creuser un puits, former un élève, bâtir une route. Dans ses derniers discours, Ibrahim Traoré évite le triomphe. Il parle d'humilité, de persévérance, d'une victoire silencieuse. « Nous ne sommes pas des ombres, mais des graines », répète-t-il. Cette phrase, reprise sur les murs et dans les chansons, réunit les générations plus sûrement qu'un traité. À l'extérieur, le monde observe. Certains avec admiration, d'autres avec inquiétude. Mais l'Afrique ne demande plus d'approbation. Elle invite à la compréhension. Et toi, spectateur de cette histoire, que retiendras-tu? Que 3 nations ont défié le destin?
ou que la liberté n'a pas besoin d'être grande pour être vraie, parce qu'ici, dans le vent du Sahel, souffle déjà le siècle qui vient.